on va vous présenter, on va vous présenter les modalités de ça fait un écho. Les modalités de surveillance après traitement des lésions hépatiques en radiologie interventionnelle. Donc moi, je vais vous faire la partie surveillance après thermoablation et le docteur Mastier vous fera la surveillance après les traitements intra-artériels. Donc, de quelles lésions il s'agit? On va surtout faire de la thermoablation dans le cadre des lésions de carcinome hépatocellulaire et des métastases hépatiques de cancer colorectal. Ça vient en complément éventuellement de la chirurgie, qui reste bien sûr le traitement de référence, mais la radiofréquence apparaît également comme une alternative curative. Donc elle peut être associée à un geste d'hépatectomie ou venir uniquement pour des lésions peu nombreuses, éventuellement mal placées pour le chirurgien. Pour le carcinome hépatocellulaire, de toute façon, on s'appuie sur les critères de Barcelone. Donc, 3 nodules maximum de 3 cm de diamètre maximum chez un patient donc, qui n'est pas candidat à la transplantation hépatique. Et pour les métastases hépatiques de cancer colorectal ou même d'autres étiologies, il faut que la maladie soit relativement stabilisée, une maladie oligométastatique, qu'on n'ait pas trop de lésions. Et pareil, une taille, on va le voir, qui ne doit pas dépasser quand même les 5 cm, sinon la résection par thermoablation ne sera pas optimale. Cette décision, elle doit être prise en réunion de concertation pluridisciplinaire avec les chirurgiens, avec l'oncologue et avec les radiothérapeutes, puisque maintenant il y a aussi une alternative de traitement de ces lésions hépatiques par radiothérapie stéréotaxique. Alors, pour faire cette thermoablation, les radiologues interventionnels peuvent utiliser des méthodes par hyperthermie, que ce soit par radiofréquence ou micro-ondes, et de façon plus rare, les techniques par le froid avec la cryothérapie. Il faut se souvenir que si le patient a eu un traitement par micro-ondes, c'est une technique qui chauffe globalement plus vite et plus fort que la radiofréquence, parce que avec l'aiguille de radiofréquence, il y a des phénomènes de carbonisation, de dessèchement des tissus, qui fait que la conductivité des tissus diminue et que le processus de thermoablation peut s'arrêter de lui-même. Alors, on n'a pas ce problème avec les sondes de micro-ondes et on va avoir des plages de traitement beaucoup plus larges. Il faut aussi avoir donc à l'esprit ce problème des lésions traitées à proximité des gros vaisseaux où on va avoir une destruction tissulaire moins bonne puisqu'il va y avoir en permanence un refroidissement par le flux vasculaire. Donc, surveillance accrue des lésions qui se situent à proximité des structures vasculaires dont le calibre est supérieur à 3-4 mm. Là, quand vous allez surveiller votre patient, il faut vraiment être très attentif, le taux de récidive est plus élevé. Importance aussi des marges d'ablation. Votre zone de traitement doit être plus large que la lésion prise pour cible, car on sait qu'au-delà des limites de la lésion qu'on voit en imagerie, il y a des implants tumoraux sur plusieurs millimètres en périphérie. On dit que classiquement, il faut une marge de 0,5 cm, voire de 1 cm pour être à peu près certain d'avoir une ablation complète. C'est pour ça que plus votre lésion cible à une taille élevée et moins bonne sera cette ablation. Au-delà de 3,5 cm, vraiment les taux de résection complète chutent avec la thermoablation, même si vous faites des ablations chevauchées. Donc voilà, l'idéal, c'est les lésions de moins de 3 cm pour pouvoir bien les couvrir. Donc comment on va les surveiller après le traitement? Essentiellement par IRM. Le scanner, on le verra, est un petit peu moins bon. On l'utilise en cas de contre-indication à l'IRM. La première année, c'est une surveillance rapprochée avec un premier contrôle à 1 mois de la procédure, puis tous les 3 mois. Ensuite, on espace un petit peu. S'il n'y a pas de nouvelles lésions, pas de récidive. À ce moment-là, on espace à tous les 6 mois, mais malheureusement, ces patients ont quand même souvent des nouvelles lésions ou des lésions récidivantes qui sont traitées. Et donc, on repart sur une surveillance tous les 3 mois et c'est des patients qu'on voit très régulièrement. Donc, le protocole pour votre IRM hépatique, on a besoin à peu près de toutes les séquences. Donc, si tous vos patients sont faits dans votre structure, c'est bien parce que vous pourrez bien comparer tous vos examens avec les antériorités. Il vous faut un T1 et une séquence T2 avec ou sans FATSAT selon vos habitudes. Une séquence de diffusion qui nous apporte quand même souvent des informations quand on a un doute. Une acquisition multiphasique après votre injection de gadolinium. Et avec un intérêt de demander à vos manipulateurs de faire des soustractions. Puisqu'on va le voir, il y a des hypersignaux spontanés T1 de votre zone traitée. Donc pour pouvoir apprécier un éventuel rehaussement associé, ça peut être utile de soustraire vos images.
Si vos patients sont surveillés de temps en temps en dehors de votre établissement, bien faire une ordonnance détaillée pour avoir les mêmes séquences et pour pouvoir les réintégrer dans le dossier du patient et pouvoir le suivre de façon correcte. Et à ce moment-là, il faut vraiment envoyer au radiologue qui va vous faire la surveillance, le compte-rendu de la procédure de radiofréquence ou de thermoablation et les séquences que vous voulez. Donc on va le voir, il y a des aspects relativement hétérogènes de la zone de thermoablation à l'IRM et des choses un petit peu plus particulières au scanner, mais qu'on n'utilise pas. Donc en général, il y a quand même des coupes de scanner qui sont faites pendant la procédure. Donc là, c'est l'image à J0. Vous pouvez avoir quelques hyperdensités spontanées qui correspondent au sang, et puis quelques bulles d'air. Ça, c'est normal pendant la procédure ou le lendemain de la procédure. Ça, c'est un patient qui avait été traité pour cette lésion du foie droit. On a fait un contrôle à J1 parce qu'il était très douloureux. Il n'y avait pas en fait de complications particulières. Mais vous voyez cette zone donc, de traitement qui est très hypodense, mais avec quand même au centre cet aspect un peu plus hyperdense qui correspond au remaniement hémorragique. Ça, c'est normal. Et les douleurs étaient probablement liées à la petite réaction sur la capsule hépatique. Et la présence d'air, ça, au premier jour après la procédure, c'est normal. Par contre, sur vos contrôles à 1 mois et à 3 mois, il ne doit plus y avoir d'air. Ensuite, à l'IRM, comment se présente votre cicatrice de radiofréquence? Donc en pondération T1, le plus classique, c'est qu'elle apparaît en franc hypersignal, plutôt homogène. Il y a aussi des aspects, comme au niveau de l'image B, plus en hyposignal, toujours associés éventuellement à des plages en hypersignal qui correspondent à la nécrose de coagulation. Et de temps en temps, un aspect en franc hyposignal avec une cocarde en hypersignal spontané T1. Donc là, il faudra bien soustraire vos images pour apprécier le rehaussement en périphérie. En pondération T2, le plus classique, c'est une cicatrice qui apparaît en franc hyposignal T2, de temps en temps en isosignal, et de temps en temps un peu plus en hypersignal, voire même en hypersignal liquidien, si c'est une nécrose liquidienne, mais il y aura toujours des images quand même en hyposignal qui correspondent au sang et aux débris tissulaires de la destruction tumorale. Après gadolinium, donc aussi au scanner, on peut avoir cette fine prise de contraste autour de la zone de traitement. Ça doit être une prise de contraste fine et régulière qui correspond à des phénomènes inflammatoires et qui doit disparaître sur votre premier contrôle à 3 mois. Vous pouvez encore l'avoir à 3 mois, vous ne devez plus l'avoir à 6 mois, cette prise de contraste en périphérie du traitement. Donc là, un patient traité pour une lésion du segment 7. Donc on retrouve ce que je viens de vous décrire, l'hypersignal en T1 qui apparaît un peu plus hétérogène en opposition de phase, plutôt l'isosignal T2 dans ce cas-là, et l'absence de rehaussement après injection de gadolinium. Ce patient qui a été traité pour cette petite lésion du dôme aussi dans le segment 7 par micro-ondes. Vous voyez au scanner une large plage hypodense où on ne fait pas forcément la part des choses entre la zone de destruction et des phénomènes de troubles perfusionnels. Ça apparaît plus net, ça c'est le même patient à l'IRM, où là on délimite beaucoup mieux les contours de la zone de thermoablation. Donc toujours le même patient, ça c'est après injection de gadolinium. Il faut savoir que même si vous utilisez, qu'il y ait eu un traitement par radiofréquence ou par micro-ondes, ça va être exactement le même aspect. Donc ça, c'est un patient qui avait eu une radiofréquence pour une petite lésion du dôme du foie droit. Et en bas, il avait été traité donc, pour cette lésion sur la bifurcation de la branche portale gauche par micro-ondes. Vous voyez qu'on a exactement le même aspect de cicatrice en hypersignal spontané T1 et avec l'absence de rehaussement après injection de gadolinium. L'échographie, qui n'est pas forcément utilisée dans la surveillance de vos zones traitées. Pendant la procédure, on a un aspect de nuage hyperéchogène qui correspond donc au gaz qui se libère. Si vous voulez mieux voir les contours de votre zone traitée, il faut faire une injection de produits de contraste pendant l'échographie de Sonovus pour mieux délimiter votre zone de traitement. Alors, sur le premier contrôle à 1 mois, les objectifs vont être de mettre en évidence ou de contrôler d'éventuelles complications, de bien visualiser et déterminer cette zone de traitement pour vérifier le bon ciblage et d'évaluer éventuellement une marge insuffisante qu'il va falloir surveiller de façon rapprochée. Et donc ensuite, par la suite, de détecter des lésions, éventuellement des lésions récidivantes ou des nouvelles lésions. Alors, les complications sont relativement
rares après ces techniques de thermoablation. Des complications majeures, c'est vraiment moins de 4%. Bon, après, il y a pas mal éventuellement de petits événements mineurs donc qu'on peut voir sur nos contrôles en imagerie. Donc cet exemple, je crois que c'est le seul dans notre série, de syndrome hémorragique après traitement de cette lésion du foie droit, probablement par une plaie d'une veine sus-hépatique, avec survenu dans les heures qui ont suivi d'intenses douleurs et de phénomènes de déglobulisation, avec un scanner de contrôle qui montre ce volumineux hématome centro-hépatique et la présence d'un hémopéritoine. La patiente, il n'y a pas eu besoin de geste d'embolisation, c'était une plaie veineuse. Les choses se sont doucement améliorée, elle a été surveillée. Et donc je vous montre ces images d'IRM au moment de la survenue de l'hématome et sur un premier contrôle à 1 mois pour vous montrer qu'il y a une différence d'aspect à l'IRM entre une zone d'hématome et une zone traitée par thermoablation, qui est une zone de nécrose de coagulation et qui est pas simplement une simple plage d'hématome. Hein. Vous voyez là l'hématome en rouge qui régresse, la plage de traitement par radiofréquence en vert, qui, elle, apparaît à peu près stable et qui n'a pas du tout le même signal, que ce soit en pondération T1 ou en pondération T2. Ce qui peut survenir, c'est une ischémie des voies biliaires, qui sont des structures très fragiles dans le foie. Donc le plus souvent, c'est sur des voies biliaires périphériques, en amont de la zone traitée, et il n'y a pas de retentissement clinique. Là, c'était une petite lésion à la pointe du foie gauche. Donc on observe sur nos contrôles ultérieurs l'apparition d'une dilatation des voies biliaires. Il n'y a pas de retentissement particulier. Ça peut être bien sûr beaucoup plus embêtant si ce phénomène de sténose post-thermoablation survient vers la convergence, avec à ce moment-là des problèmes de dilatation à prendre en charge pour éviter l'atrophie du foie. On a aussi des phénomènes de fistules artérioportes, comme après une biopsie hépatique. On peut avoir des cas d'absédation, plutôt chez les patients qui ont une anastomose biliodigestive. Donc ça, c'est des patients où si on décide de faire une thermoablation, comme c'est normalement une contre-indication relative, ça doit être discuté, mais on peut avoir du coup un risque d'absédation. Et là, on a l'apparition d'air dans la zone de traitement, et ça, à distance du geste, c'est pas normal. La survenue de pneumothorax, assez classique quand on traite une lésion du dôme, et qui est facilement surveillée ou pris en charge dans les services. Alors, le plus important sur nos imageries de surveillance, ça va être d'évaluer ce ciblage et d'évaluer si les marges de traitement sont suffisantes. Donc, ce patient a été traité pour une lésion de 3 cm du dôme dans le segment 8 par une aiguille de 4 cm avec 2 impacts pour bien couvrir la zone. Donc, voilà les images de surveillance. Le premier contrôle à 1 mois. Vous voyez cette zone de thermoablation. Là, c'était la lésion qui avait été prise pour cible. Si on fait glisser l'une sur l'autre, on a l'impression qu'on a un bon ciblage de la lésion avec des marges d'au moins 5 mm en périphérie. Et donc là, un ciblage satisfaisant. Il faut donc, pour pouvoir répondre de façon pertinente dans votre conclusion, il faut toujours avoir l'imagerie préthérapeutique pour pouvoir dire si le traitement est satisfaisant. Autre cas, ce patient qui avait un CHC hypervasculaire du segment 4. Vous voyez, la lésion mesurait 24 x 20 mm. Il a été traité par radiofréquence. Premier contrôle à 1 mois, c'est les images du bas. La zone de traitement mesure 25 x 35 mm. On peut se dire que là, on est très limite. On n'a pas forcément nos 5 mm de marge. Et il va falloir être donc très vigilant sur la surveillance de cette lésion. Donc, enfin de cette zone de traitement. Donc effectivement, sur le premier contrôle à 1 mois, on a un fin rehaussement périphérique au temps artériel, sauf sur son versant antérieur, là où il y a un rehaussement un petit peu plus focal, qui pourrait correspondre à une zone de marge insuffisante. Alors sur la séquence de diffusion, on n'avait pas grand-chose. On a décidé de surveiller. On n'avait pas de toute façon de choses à proposer à ce moment-là. Et en fait, ça c'est un cas que j'avais présenté l'année dernière où j'avais pas la suite de l'histoire, mais là je peux vous la montrer. On l'a contrôlé en décembre 2015, février 2016, juin 2016, et en fait il n'y a pas eu de réapparition d'images suspectes à ce niveau-là. Donc tant mieux, mais voilà, il faut être très vigilant si vous avez l'impression que vos marges ne sont pas satisfaisantes. Donc ce patient, voilà, si on compare août 2015, juin 2016, on a une zone de traitement qui commence à diminuer, on n'a pas de récidive au contact, heureusement. Alors, il peut arriver sur des procédures difficiles, donc c'est là où c'est intéressant d'avoir le compte-rendu de votre radiologue interventionnel, de savoir si la procédure a été difficile avec une lésion qui était mal visible sur le scanner de repérage, par exemple.
Donc là, vous voyez cette lésion du segment 8. Premier contrôle à 1 mois, la zone de traitement est à côté de la lésion. Donc vous le signalez rapidement à votre radiologue pour qu'il fasse une deuxième séance de thermoablation. Là aussi, c'était une petite lésion du segment 6, chez un patient qui avait déjà eu une hépatectomie. Pendant le geste, le ciblage paraissait quand même relativement satisfaisant. Le premier contrôle à 1 mois montre qu'on a la zone de traitement ici, en hypersignal T1, et qu'on a toujours la lésion sur son versant interne. Donc là, il y a eu une deuxième séance de thermoablation assez rapidement pour faire une deuxième zone contiguë à la première. Alors justement, là, on pouvait voir chez ce patient l'apparition de troubles perfusionnels. Ça, c'est quelque chose qui va être éventuellement compliqué dans notre surveillance, car ça peut être des phénomènes qui masquent une éventuelle lésion résiduelle ou récidivante. Donc ce patient, qui avait aussi là encore cette lésion du foie droit, avec une zone, le premier contrôle à droite, c'est le premier contrôle après thermoablation. Si on fait glisser cette zone sur l'image cible de droite, on a l'impression d'avoir des marges largement satisfaisantes, mais on a l'apparition de cette vaste plage de troubles perfusionnels hypervasculaires en périphérie. Et effectivement, lors du deuxième contrôle, en fait, entre la zone de traitement et le confluent cavossus hépatique, le trouble perfusionnel nous a semblé se majorer sur le versant interne de la zone de traitement, confirmé par la diffusion. On avait un hypersignal suspect. Et en fait, c'était une récidive à ce niveau-là. Donc attention aux troubles perfusionnels qui peuvent être masquants. Et attention à ces lésions qui sont vers le confluent cavossus hépatique. Là, un autre exemple d'une lésion hypervasculaire traitée contre la veine cave. Premier contrôle qui paraissait satisfaisant et des contrôles ultérieurs qui ont montré cette récidive. En fait, on pouvait quand même se dire qu'on avait toujours eu une zone de tumeur qui n'avait pas été traitée à cause de ces phénomènes de refroidissement en croissant juste au contact de la veine cave. Donc ce n'est pas étonnant quelques mois plus tard d'avoir l'apparition d'une récidive. Un autre exemple, c'est un patient qui avait déjà été traité là, pour la zone en vert, pour un petit CHC du dôme, et qui fait là une seconde lésion en rouge un tout petit peu plus bas, toujours vers le confluent cavossus hépatique et vers la tranche d'hépatectomie, traité par radiofréquence. Des premiers contrôles satisfaisants en mai 2015, août 2015, décembre 2015. Puis en mars 2016, un premier radiologue qui décrit donc un trouble perfusionnel entre la zone traitée et la tranche d'hépatectomie. En fait, on pouvait se dire qu'il y avait déjà un petit washout au temps portal et qu'il y avait déjà une restriction de la diffusion sur les images de droite. Ça a été confirmé par un deuxième radiologue, donc en juin 2016, qui a mis en évidence cette récidive, toujours à proximité des structures vasculaires, donc être vigilant sur ces zones. Et là, un autre exemple, pour le coup, de troubles perfusionnels qui paraissait plus inquiétant, parce qu'un peu nodulaire en avant d'une zone de traitement, et en fait, il n'y avait pas de washout, pas de restriction de la diffusion, c'était là simplement un trouble perfusionnel. Alors ensuite, il faut chercher d'éventuelles lésions récidivantes. Donc là, je vous ai remis l'exemple du patient qui avait dû avoir une deuxième séance de thermoablation car la première n'avait pas été correctement ciblée. Donc effectivement, il apparaît ensuite un trouble de perfusion au contact des deux zones de traitement et avec accentuation entre les deux zones d'une zone hypervasculaire au temps artériel. Et là, vous voyez avec un washout au temps portal et en diffusion, une restriction de la diffusion. En fait, probablement les deux zones n'étaient pas suffisamment chevauchantes. Et donc, on a eu une récidive entre les deux zones de traitement. Donc, toujours surveiller les bordures de ces zones de nécrose. Ça va être plus compliqué si les lésions traitées sont des métastases, puisqu'on n'aura pas forcément le caractère hypervasculaire comme dans le CHC pour nous attirer l'œil. Donc il y a des différentes formes de récidives qui ont été décrites pour les métastases de cancer colorectal. On a la forme de récidive en halo, donc où c'est l'apparition d'un aspect un petit peu flou autour des bords de la zone de nécrose. Il y a la forme nodulaire, un petit peu plus facile, où on voit apparaître de nouvelles images sur la bordure de la zone traitée. Et puis il y a le cas où on a un élargissement de la zone de thermoablation. Ça, c'est pas normal au cours du temps, donc ça peut être une récidive à ce niveau-là. Donc là, c'est un patient qui avait déjà été traité par hépatectomie et par une radiofréquence pour des métastases de cancer colorectal. Donc le premier contrôle à 1 mois satisfaisant, à 3 mois satisfaisant. Et là, vous voyez au 6e mois l'apparition d'un petit nodule
exophytique un petit peu, à l'extérieur de la zone de traitement, qui nous attire l'œil. On a décidé de surveiller, donc ça a été confirmé au 9e mois, et il y a eu une progression à 1 an du premier geste, où là on voit cette zone se majorer, et là elle a été formellement identifiée par le radiologue, et il y a eu une deuxième séance de radiofréquence pour traiter cette récidive sur les berges de la zone de traitement. Sur vos examens de surveillance, il faut aussi traquer de nouvelles localisations qui peuvent être évidentes si elles sont supracentimétriques, mais ça peut être plus difficile s'il s'agit de toutes petites lésions. Donc en fait là il s'agissait du patient précédent, là, traité par une deuxième séance de radiofréquence, et sur un des contrôles ultérieurs, on voit l'apparition d'au moins 3 petites images au temps portal. Donc bien, la maladie n'était probablement pas suffisamment stabilisée et continue d'évoluer. Et là, c'est un patient qui sort du circuit de radiologie interventionnelle, en tout cas en ce qui concerne d'éventuels traitements par thermoablation. Donc intérêt de la diffusion pour détecter ces petites nouvelles lésions, puisqu'on sait qu'on est beaucoup plus sensible sur ces séquences de diffusion par rapport à notre temps veineux ou portal. Alors, est-ce qu'on peut utiliser d'autres méthodes d'imagerie dans notre surveillance? Il y a l'échographie de contraste, il y a le PET scan. Ce n'est pas des techniques qu'on utilise régulièrement, mais ça peut nous aider dans quelques cas un petit peu plus difficiles. Ça, c'est un patient qui avait été traité par hépatectomie et par une première radiofréquence à la partie postérieure du segment 6 pour des CHC, avec apparition lors du suivi d'une petite image hypervasculaire au temps artériel, sans washout évident, sans restriction de la diffusion. On sait qu'il est à risque de faire de nouveaux CHC, donc on a fait une échographie de contraste qui nous a confirmé une lésion hypervasculaire avec washout et qui a permis même de cibler le geste de radiofréquence qui a été donc effectué assez rapidement après pour traiter cette nouvelle lésion de CHC. Donc ce patient, d'ailleurs, depuis, est régulièrement surveillé. Il n'y a pas eu de nouvelles lésions. Et vous voyez donc l'évolution d'une zone de traitement qui régresse progressivement en taille au cours du temps. Donc pour celle qui a été traitée dans le segment 5, vous la voyez devenir plus linéaire. Et celle qui était postérieure dans le segment 6, qui disparaît quasiment. De temps en temps, on peut aussi avoir une rétraction de la capsule qui nous rappelle qu'il y a eu un traitement à ce niveau-là. Et là, un patient plus récent qui a été traité par micro-ondes pour cette lésion sous-capsulaire du foie droit, avec un premier contrôle, cette large plage de traitement qui couvre bien la lésion cible, avec un fin rehaussement périphérique. Ça ne nous inquiète pas sur le premier contrôle à 1 mois. Mais sur des examens successifs, il y a eu un doute sur l'apparition de petits éléments sur le bord externe des limites de la cicatrice. À ce moment-là, si on a un doute, on peut éventuellement confronter à un PET scanner, mais on peut aussi se laisser le temps de la surveillance. Est-ce qu'on utilise des nouvelles technologies dans la surveillance de ces lésions traitées par thermoablation? Pas forcément. Après, il y a quand même un intérêt d'utiliser tout ce qui est logiciel de fusion et méthode volumique, en particulier pour planifier le traitement avec les chirurgiens en RCP, pour dire telle partie du foie, c'est une hépatectomie, ces lésions, là, on les traite par thermoablation, et faire un peu une cartographie du traitement proposé aux patients, et puis pour faciliter la surveillance et l'apparition de nouvelles lésions, savoir un petit peu tout ce qui s'est passé dans le foie, puisque vous allez avoir des patients qui vont avoir des zones de traitement d'âge différents, puisqu'ils font des lésions récidivantes au fur et à mesure. Donc après, ça devient un petit peu compliqué. Si vous avez tout noté sur des fichiers résumés ou d'un logiciel de planification thérapeutique, ça peut vous aider dans votre suivi. Et puis ensuite, concernant des méthodes plus innovantes, comme l'imagerie de perfusion, la spectroscopie, ça aura sans doute un intérêt un jour pour nous aider à être plus sensibles et plus spécifiques, mais ce n'est pas utilisé en routine. Pour assurer ce suivi, donc, qui doit être vraiment régulier, c'est bien de vous appuyer sur votre secrétariat qui convoque de façon automatique vos patients tous les 3 mois la première année. Et puis, bien sûr, le rôle du radiologue interventionnel qui doit revoir ses patients dans le cadre de consultations post-RI et s'assurer que les examens de surveillance sont bien faits. C'est aussi le rôle du radiologue diagnostique de l'informer en cas de problème, d'images douteuses sur les examens de surveillance pour qu'il puisse rapidement revoir le patient et le prendre en charge. Donc, il faut que le circuit fonctionne bien dans vos équipes. Et puis, bien sûr, il ne faut pas oublier de surveiller la maladie en extra-hépatique, ce qui est quand même
régulièrement le cas. On a des patients qui, sur 1 an ou 18 mois, n'ont toujours pas eu de surveillance du parenchyme pulmonaire. C'est quand même des patients qui sont métastatiques de base. Donc, de temps en temps, ils sortent du circuit de l'oncologue. Donc, il ne faut pas oublier de dire attention. Là, ça fait longtemps qu'il n'a pas eu de scanner TAP. Et d'avoir de temps en temps quand même sa consultation auprès de l'oncologue et pas uniquement en radiologie. Donc voilà, retenir des IRM très régulières la première année, qu'il faut absolument que vous ayez à disposition l'imagerie pré-thérapeutique pour apprécier la qualité du ciblage et analyser les marges. Et puis ne pas hésiter à bien noter les zones à risque, les zones douteuses, pour que le prochain radiologue, si ce n'est pas vous, puisse bien surveiller cette zone, donc faire des fichiers résumés, noter le numéro de coupe, pour que ce soit pertinent dans la surveillance. Et voilà, le patient ne doit pas sortir du circuit de surveillance ni par l'équipe de radiologie interventionnelle, ni par son oncologue médical. Dans la suite. Et donc, bien sûr, ne pas utiliser les critères ICIST qui ne sont absolument pas adaptés à la surveillance après thermoablation.